Nous sommes en mars de l'an 2001, un banal pavillon dans la région parisienne. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Oui, tout à fait. Oui, je me présente, je m'appelle Céline Morceau, je travaille pour le CCEM. Le CCEM qui est le Comité contre l'esclavage moderne. Et je voulais savoir si je pouvais parler à une jeune fille qui s'appelle Menz et qui travaille chez vous. Mais écoutez, pas aujourd'hui, vous reviendrez. Pas aujourd'hui, c'est-à-dire? Ben, un autre jour. Ah, Menz? Oui. Bonjour Menz, je m'appelle Céline Morceau. Oui. Hein? Voilà, donc je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous voulez rester dans cette maison ou est-ce que vous voulez me suivre? Non, je voulais vous suivre. Voilà, donc écoutez, vous pouvez aller chercher vos affaires? Oui. Voilà. Menz est malgache, née à Madagascar il y a 21 ans. Cela fait 2 ans qu'elle vit en France. Menz attendait que quelqu'un de l'association vienne la chercher aujourd'hui. Elle était prête. Oui. Bonjour madame. Je m'appelle Céline Morceau, je travaille pour le Comité contre l'esclavage moderne. Oui. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Non, pas du tout. Donc c'est une association. Donc j'ai été informée de la situation de Menz. Alors ça, je n'ai pas à vous le dire. En tout cas, cette jeune fille travaille chez vous, n'est-ce pas? Oui, elle s'en va, oui, parce que c'est elle qui a voulu venir ici. Je lui ai donné même son passeport. Elle a son passeport, elle a tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, Mais manifestement, il y a un problème au niveau du salaire. le salaire, non, pas du tout. Il n'y a pas de problème au niveau du salaire, Menz? Je sais pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire? Attends. Rentrez 2 secondes parce que je prends d'accord, quand même. pas de problème. D'accord. Non, effectivement. Attends, dis-moi la vérité, Menz. Elle ne paie pas de salaire. Elle m'a proposé que Madagascar. Non. Dis la vérité, vraiment la vérité. Oui, c'est la vérité, ce que j'ai dit. Parce que si vous lui payez un salaire, normalement, vous devez lui remettre des bulletins de salaire, elle doit avoir un compte en banque. Bien sûr. Voilà, il doit y avoir des traces quelque part. Bien sûr. Rentrez, asseyez-vous. Bon, merci. Menz, si vous voulez, s'est plainte à nous en disant qu'elle travaillait énormément à votre domicile. Elle s'occupe, je crois, de votre maison, de votre enfant. Vous avez 2 enfants, c'est ça? Je l'ai 2 enfants. Voilà. Oui. Et elle se plaint de ne pas être payée en France. Non, c'est pas vu que. Ce couple a ramené Menz de Madagascar. Une fois en France, on lui aurait promis 500 francs par mois. Menz dit qu'elle n'a jamais rien touché. Mais attendez, elle est logée, nourrie, blanchie. Oui, mais attendez, madame, elle travaille à temps complet ou c'est simplement quelques heures par jour? Et là, c'est une cousine éloignée, je vous dis tout de suite. Hein, c'est pas, elle est de la même famille que moi. Hein. C'est elle qui a voulu venir ici. Moi, je n'ai pas forcé à venir. Au départ, elle devait être payée que 100 francs ou 200 francs par mois. Moi, je dis non, je paye 500 francs par mois. Elle a demandé 100 francs par mois? C'est vrai, Menz? C'est pas vrai, c'est pas thématique. Ça, c'est elle qui propose. Mais vous voulez rester avec madame ou vous voulez nous suivre? C'est sûr, ça, Menz. Hein? Vous voulez partir avec nous? Donc, si elle ne veut pas rester avec vous, madame, c'est un problème, ça, je comprends pas. On la retient pas. Alors, on la retient pas. Écoutez, on y va. On la retient pas, elle a son passeport. Oui, je vois. D'accord. Menz affirme que depuis 2 ans, elle n'a pu sortir que pour promener les enfants. Ça va, Menz? L'occasion pour elle de rencontrer les voisins, ceux qui l'ont aidée à alerter l'association contre l'esclavage. Je suis Céline Morceau du comité contre l'esclavage. On vient juste de chercher Menz. Voilà. Je mange un peu de excusez-moi. Elle voulait vraiment vous remercier, vous dire bonjour. Maintenant, on va foncer à la gendarmerie. Hein? Pourquoi? Je te souhaite 1000 bonnes choses. Oui. D'accord? Et beaucoup de bonheur. Hein? Voilà, donc Je suis ravie. Hein? Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Vous savez, j'étais très malheureuse. Bonjour, je suis Céline Morceau du comité contre l'esclavage moderne. Oui, merci. Elles ont foncé à la gendarmerie. L'affaire ne s'arrête pas là. Menz va déposer plainte. Immédiatement, les gendarmes se rendent dans le pavillon où vivait Menz pour vérifier le récit de la jeune fille. L'homme et la femme vont être entendus plusieurs heures et leur maison perquisitionnée. Oui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Marie, regardez la charge. Oui, on peut vous voir? Oui, bien sûr. Oh, rentrez. D'accord, merci. Mon mari, je vais revenir dans 5 minutes. Non, attendez, ce qu'on peut faire, on a besoin de vous voir vous. Maintenant, on préférait que votre mari dans les médias il cherche votre fille. Pourquoi moi? Parce qu'on a besoin de vous voir vous. Bonjour madame. Bonjour. Moi je suis journaliste et je suis d'envoyé spécial. Est-ce que vous acceptez notre présence? Oui, bien sûr. D'accord, très bien, sûr, merci. Je peux la cacher. D'accord. Et mon mari ne veut pas finalement. Mon mari ne veut pas des journalistes. Rien à cacher, mais nous sommes indésirables. Le couple va passer le week-end en garde à vue. Si heureuse. Si heureuse de sortir de cette maison.
Pourquoi vous avez les mains comme ça? C'est parce que vous travaillez beaucoup? Oui, c'est pour ça. Parce que je travaille beaucoup, c'est ça. Elle me traitait comme une esclave. Il faut écouter ce que j'ai fait quand elle m'engueule et tout. Je ne fais que pleurer. Je pleure et quand je pleure, elle rigole. Une fois, ça me frappait. Et vous dormiez où? Chez eux? Dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Sur un lit? Non, par terre. Un petit lit par terre. Ça peut choquer en fait. En France, bon, malheureusement, c'est une situation qui est assez banale pour nous, Comité contre l'esclavage moderne. Et je crois qu'on a aidé à peu près 18 malgaches qui étaient exactement dans la même situation. Les malgaches sont très appréciées parce qu'elles sont francophones et donc elles parlent le français, ce qui n'est pas le cas des Asiatiques. Et en plus, bon, la particularité, c'est qu'elles sont très dociles. Des affaires d'esclavage, le comité en a recensé 300 depuis 1998. J'ai compris, c'est pas normal parce que je ne vis pas comme ça. Menz a été prise en charge par ce comité. Elle est hébergée dans un lieu secret pour éviter toute pression. Je comprends que c'est pas normal. Elle prépare avec Céline Manceau la confrontation qu'elle aura nécessairement devant les juges avec ses anciens patrons. Elle ne savait même pas comment je vis. Elle ne me connaît même pas avant. On ne se connaît pas, ces vieilles dames-là. Est-ce qu'elle dit à un moment que vous faites partie de sa famille, que vous êtes sa cousine? Ça, elle n'arrête pas de le répéter. On dit ça, elle dit ça pour que je ne fais rien parce que, vous savez, si quelqu'un dans la famille, c'est rien, c'est quelqu'un dans la famille. On ne peut pas exploiter quelqu'un de sa famille, rien. C'est sûr. La patronne se défend en affirmant que Menz fait partie de la famille. Argument classique, on aide une lointaine cousine de province et elle rend des petits services. Par exemple, elle est en voyage, c'est sa sœur. Oui. Menz, en fait, était à disposition de Madame, mais de toute la famille. C'est-à-dire qu'il ne fallait jamais qu'elle reste en inactivité. Quand Madame était absente, elle prêtait, comme on peut prêter un objet, donc à sa sœur, parce qu'il fallait tout le temps qu'elle travaille. Il y a une rentabilité, vous voyez, de l'esclave, entre guillemets. Mais, on peut vraiment parler d'esclavage en ce qui concerne ce cas? Oui, parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est deux choses. L'esclave, c'est une force de travail. C'est quelqu'un... on l'a ramené en France, Menz, pour la faire travailler. Bon, ça, c'est acquis. Et la deuxième chose, l'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Dans la mesure où ces deux critères sont réunis, on est face à une situation d'esclavage. Même si, vous le savez, l'esclavage a été aboli en France, donc on ne peut pas condamner en France pour esclavage. Ça n'existe plus. L'aberration inventée par le législateur. L'esclavage est interdit, donc il n'existe pas et il n'y a pas lieu de le réprimer. Pour la justice, l'affaire relève de l'abus de vulnérabilité. Dans le pire des cas, pour les accusés, le tribunal pourrait établir que la jeune malgache a connu des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, auxquelles s'ajouteraient les 2 années de travail dissimulé. Ces accusés risquent théoriquement 2 ans de prison. Mais ils savent que les tribunaux français se contentent de peines avec sursis dans ces affaires. Il n'empêche qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent là. Elle n'était pas à notre service, monsieur. Elle était hébergée chez nous. Mais vous en utilisiez comme femme de ménage? Mais pas du tout. Je participais autant qu'elle. Tout le monde participe à la maison. Mais alors elle vous accuse. Mais c'est trop facile tout ça. Mais écoutez, quand vous hébergez quelqu'un chez vous, quand vous avez quelqu'un à la maison, tout le monde fait quelque chose. Elle fait son lit, moi je fais mon lit, ma fille fait sa chambre. Alors les mauvais traitements, c'est une... Alors là, non, franchement non. Et donc selon vous, qu'est-ce qu'elle faisait alors chez vous? Comment ça se passait chez vous? Très très bien. Elle participait, elle avait de la famille comme nous, autant que moi, ma fille et tout le monde. Voilà ce qui se passait à la maison. Vous la voyez comment elle est. On a plein de preuves pour vous démontrer que c'était pas ça du tout. Mais c'était quoi, une jeune fille au père pour vous? C'était quoi? C'est quelqu'un de votre famille aussi? C'est quelqu'un de ma famille. Et on peut vous le prouver que c'était quelqu'un de ma famille. Voilà. Et voilà. Merci. Pour l'avocate de l'association qui défend Menz, leur mauvaise foi est évidente. Ils l'ont fait rentrer par un visa de complaisance. Ils savaient très bien, parce que ce ne sont pas des gens incultes, qu'il fallait une carte de séjour pour résider en France, pour faire travailler quelqu'un. Ils n'ont pas essayé de régler sa situation administrative, donc ils savaient qu'ils employaient quelqu'un dans des conditions clandestines. Donc ça, je pense que c'est
c'est vraiment un reproche qu'on peut leur faire et qui tient la route, si vous me permettez cette expression. En fait, eux, ils disent qu'ils l'ont sorti de l'enfer. Oui, non, mais attendez, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Mais est-ce qu'on a le droit de recréer l'enfer à Paris? Ce sont des gens qui sont, pour le mari français, pour la femme aussi, du reste, maintenant, et qui sont complètement occidentalisés, européanisés. On ne peut pas tolérer qu'on traite les gens comme ça, à l'heure actuelle en France, au XXIe siècle. Le procureur de la République a requis contre le couple 12 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 francs. Le tribunal s'est donné 3 mois avant de rendre son jugement. Devant les caméras, Menz avait décidé de se cacher. Elle avait honte. Il y a 4 ans, nous avions rencontré Suzanne Asquette, 72 ans. La fière Suzanne vivait à Paris dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus bourgeois de la capitale. Vous êtes philippin? Non, non. Comment? Vous n'êtes pas philippin? Philippin, oui. Philippine, si. Oui, merci. Je les reconnais. Voilà. Merci, madame. C'est pour les élections prud'homales. Ouais. Et les immigrés, ils votent. Suzanne, la Bretonne, une bonne, comme l'on disait autrefois. Du côté de la rue de Passy, on connaît sa silhouette. C'est pour les élections prud'homales. Vous votez pas? Voilà. Vous avez peut-être une employée de maison qui vote, non? À 72 ans, Suzanne passait encore toutes ses journées à défendre les gens comme elle. Lorsqu'elle est arrivée à Paris en 1954, elle a créé le premier syndicat des employés de maison. Vous étiez enceinte? Oui, j'étais enceinte. Ah, non, ça c'est un cas classique, ça alors. J'ai annoncé la grossesse. Alors, comment on ne peut pas licencier une femme enceinte sans inventer la faute grave? Voilà, il n'y a pas de faute grave. À ce moment-là, dans votre dossier, il doit y avoir ça. Des affaires comme celle-là, Suzanne en a rencontré des centaines. Pendant 15 ans, elle a été juge des prud'hommes, puis est devenue conseillère pour son syndicat. Elle a défendu beaucoup de causes. L'employé de maison est licencié verbalement. On lui interdit de se représenter à son travail. Le motif du licenciement est difficulté de relation avec nos enfants. 4 ans après, nous avons retrouvé Suzanne. Elle a aujourd'hui 76 ans. Le 16e arrondissement et ses immeubles cossus, c'est toujours son quartier. Elle vit dans l'un de ces beaux bâtiments. Mais pour aller chez elle, Suzanne n'a droit qu'à l'entrée de service. Elle vit dans une chambre de bonne. Sa retraite lui permet tout juste de s'en sortir. Elle touche 4 200 francs par mois. Son loyer payé, il lui reste 100 francs par jour. Une hanche la fait souffrir, mais chaque jour, elle grimpe ses 7 étages pour rentrer chez elle. Depuis 33 ans que je suis dans l'immeuble, je les connais. C'est moi qui les domine, les escaliers. Pendant la journée, le 7e étage est comme déserté. Là, je crois que c'est des Slaves, mais je suis pas sûre. Là? Et là, ça doit être des Portugais. Oui, c'est ça, des Portugais. Ça, je sais pas. Portugais aussi, peut-être. Ça, c'est cap-verdien. Ça, c'est un maghrébin. Ça, c'est une cap-verdienne. C'est des Philippins. Personne, là. C'est vite. Tous étrangers. Pas pour Suzanne. Je suis l'émigrée de l'intérieur, que je dis toujours, parce que je suis bretonne. Voilà, c'est à la chambre 3 que j'habite. C'est mon château. Il y a quelques semaines, Suzanne a déménagé. Une chambre avec le confort venait de se libérer à l'étage. Et j'ai une douche, j'ai de la chance. Ça fait 33 ans que j'habite dans l'immeuble et qu'il n'y a que 4 mois que je suis là et que j'ai la douche. C'est merveilleux parce qu'ici, il n'y a pas de douche collective, il n'y a rien de collectif. Tout ce que Suzanne a accumulé dans sa vie tient dans ses 9 mètres carrés, dans une petite armoire, un buffet et quelques étagères. Toujours,
les Bretonnes, elles ont quitté leur pays parce qu'elles n'avaient pas de travail, elles sont montées à Paris, et puis bon, ben, le seul travail que pouvait faire une Bretonne, c'était d'être employée de maison, même à Paris. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, c'est en Bretagne que les riches parisiens allaient chercher leur bonne. La bande dessinée de l'époque en avait fait un de ses personnages, Bécassine. Les bonnes bretonnes arrivaient à Paris par la gare Montparnasse. Suzanne y retourne régulièrement. C'est à Montparnasse que se trouve la Mission bretonne, une sorte de foyer créé par un prêtre pour que les Bretons émigrés puissent se retrouver entre eux. Souvent, ces prêtres plaçaient les bonnes et leur trouvaient un logement. Bon, on a Ramon Mad. Ja. Non, mais d'accord. On continue à y parler breton et à venir y sentir l'air du pays. Ça vous dit quelque chose, ces deux filles-là? Bah évidemment. L'abbé François Le Quémener a le même âge que Suzanne. Il fait le lien dans la communauté. Il a vu des milliers de jeunes gens passer par ici. Celle-là était de Bubry. Elle est Agnès Le Corf. Oui. Elle est bigouden. Ah oui, ça je sais. Hein? Moi, je suis bigouden aussi. Je suis de Pont-l'Abbé. Oh, yeah. Pont-l'Abbé. Tous ces gars et filles qui arrivaient de Bretagne avaient presque honte de se dire bretons. Et avaient honte de dire qu'ils savaient pas, que leur langue maternelle était le breton. T'es breton, t'es con, tu parles breton, t'es un triple con. Ils n'étaient pas plus bêtes que les autres, mais ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas tout le vocabulaire français pour s'exprimer, donc ils restaient dans leur coin. Aujourd'hui, l'abbé ne voit plus beaucoup de jeunes filles débarquer pour faire la bonne. On disait autrefois qu'elles entraient en condition. Les Bretonnes ont été remplacées par les Espagnols, les Portugaises, plus tard par les Maghrébines, les Africaines et aujourd'hui par les Asiatiques. Je m'arrête toujours pour souffler, là. Temps normal. Des étrangères un peu moins coriaces que Suzanne. Il faut dire que beaucoup sont là clandestinement. On a d'ailleurs l'impression que sous les toits, il vaut mieux ne pas se faire remarquer. Pourtant, tous ne sont pas clandestins. Elisabeth est capverdienne. Cela fait 11 ans qu'elle vit avec sa fille dans une pièce de 6 mètres carrés. Je te rappelle que je t'ai même fait aider à faire des lettres parce qu'elle ne pouvait pas envisager de rester ici, dans une si petite pièce avec une fillette de 10 ans et de 12 ans. Et à chaque fois qu'elle a fait des demandes, jamais elle a eu de réponse. Jamais on lui a donné un logement. C'est le soir, après le travail, que le 7e étage se met à vivre. Il veut l'homme. Depuis 33 ans, Suzanne y a vu défiler bien des têtes, venues de partout. Il veut la moto. Bonjour, ça va? Ah, qu'est-ce que vous faites? Bien des gens qui sont prêts à tout pour un travail. Ah, c'est les croquettes. Les croquettes philippines. Oui. Ah oui, c'est très très bon. You speak English, madam? Non. No. Que le français. The job is ménage. Les fêtes ne durent pas longtemps au 7e étage. Ici, on est habitué à ne pas faire de bruit. D'accord. Les employeurs n'ont pas tellement évolué. Ils ont tendance à se comporter, à considérer les employés de maison, surtout quand c'est des immigrés, que c'est des étrangères, comme des esclaves, quoi. Les patrons, quand ils les embauchent, ils leur prennent leur passeport. Donc à ce moment-là, c'est que ce sont des esclaves, parce qu'ils n'ont même plus de droit réel d'eux-mêmes. Gâteau? Ouais, on invite à manger le gâteau. Manger gâteau. Voilà, d'accord, on a compris, oui. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Allez, make a wish. Make a wish.
Son 7e étage, Suzanne ne veut pas le quitter. Pour elle, il est hors de question d'aller dans une maison de retraite. J'en mets pas mal parce que c'est fait pour 2 repas. Pour le lendemain. Servir, c'est humiliant. Donc je ne veux pas qu'on me serve. Ah, ça, non, sûrement pas. Ça, sûrement pas. Sûrement pas. Beaucoup de bonnes, en venant à Paris, trouvaient un mari. Suzanne n'a pas eu le temps. Mon engagement syndical, ça a été toute ma vie. J'ai renoncé à me marier, j'ai renoncé même à avoir des enfants. Je me suis contentée d'aimer tous les enfants des autres. Parce que, pour moi, l'important, c'était mon engagement syndical. Depuis 4 ans, Suzanne n'a plus de responsabilité dans son syndicat. Elle ne fait plus l'avocate. Mais elle continue d'aller au prud'homme, elle y a ses habitudes. Elle ne peut s'empêcher d'assister aux audiences qui concernent des gens de maison. Ce jour-là, l'affaire implique une jeune femme philippine. Zita Obra a 38 ans. Elle vit à Paris depuis 7 ans et fait un procès à ses anciens employeurs. Zita est restée à leur service pendant 2 ans avant de se rebeller. Elle n'était pas déclarée, ils ne la payaient pas assez et pas régulièrement. Pour éviter le procès, ils viennent de lui proposer de l'argent, mais Zita a refusé. Pour elle, une affaire de principe. C'est une coriace, comme Suzanne. J'ai refusé de l'argent parce que c'est pas une question que je suis pauvre, j'ai besoin de l'argent derrière avec ma famille. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que la justice, elle paye par l'argent. Parce que je veux savoir quand même la réalité de la justice. Quand on propose de l'argent, ça veut dire qu'on n'a pas sa conscience tout à fait tranquille. Ça veut dire qu'elle lui devait bien quelque chose. Elle lui devait des salaires qui n'ont pas été réglés. Il n'avait peut-être pas la conscience tranquille, mais devant le tribunal, ses anciens employeurs minimisent la durée du travail au noir. Et ils fournissent des témoignages qui contredisent celui de Zita. Les Philippines qui se révoltent sont rares. Zita est l'une des premières. Elle a vécu 5 ans illégalement. Maintenant qu'elle a ses papiers en règle, elle peut se défendre à Paris et aussi repartir chez elle, aux Philippines. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle l'annonce ce jour-là à ceux qui l'aident. Les enfants, ils sont grands maintenant. Bah oui. Tu vas pouvoir revoir ta famille, tes enfants. Ah oui, c'est vrai. Mais vos enfants, vous les avez pas vus depuis combien de temps? C'est fantastique. 7 ans. Oh! Zita n'a pas quitté Paris depuis son arrivée des Philippines, il y a 7 ans. Comme Suzanne, elle vit dans un de ces immeubles cossus du 16e arrondissement où l'on découvre les histoires d'immigrés clandestins le soir à la télévision. Pour venir jusqu'ici, Zita a confié son destin à des passeurs, un parcours compliqué. Un avion qui l'emmène jusqu'en Hongrie, puis un camion qui lui fait traverser l'ex-Yougoslavie. Ensuite, pour gagner l'Italie, elle a dû en plein hiver traverser une rivière avec de l'eau jusqu'aux épaules. Ce périple lui a coûté une fortune. Ça vous a coûté combien pour venir en France? 10 000 $. Et comment vous avez fait pour payer 10 000 $? 10 000 $, pendant 3 ans, je travaille et je paye 2 000 francs par mois avant jusqu'à... Donc pendant les 3 premières années où vous étiez en France, oui. Vous avez donné 2 000 francs par mois oui. pour rembourser ce voyage. Oui. Ça veut dire que vous gagnez quasiment rien. Rien. La première année que je suis ici, j'ai gagné rien. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas revu votre famille. Exact. On a du mal à imaginer que... Bah bien sûr. On l'aide. Bien sûr. J'ai pleuré dans cette nuit pour chercher l'image de ma famille. Vous y pensez souvent, j'imagine, à votre famille? Bah oui. Vous avez un mari et des enfants? Oui. Et tout ça, c'est pour eux, finalement? C'est exactement oui, parce que il n'y a rien à rester avec moi. Zita dépense le minimum. Elle partage sa chambre avec une autre. Elles vivent à 2 dans 12 mètres carrés. Mais depuis hier, elles hébergent une 3e fille, Philippine, elle aussi. Lani a 30 ans. Sans l'aide de Zita et sa colocataire, Lani serait à la rue. Elle est enceinte de 6 mois. Lani travaillait en Allemagne. Elle a suivi un Français et croyait faire sa vie avec lui.
Hier, son compagnon l'a battue et mise à la porte. Elle pleure beaucoup toute la nuit. Et aujourd'hui aussi, quand je partais de mon travail, elle pleurait. Et quand j'arrive, elle pleurait encore. Alors j'ai pensé quand même que demain, il y a de bonnes vies pour toi et avec ton bébé qu'il va vous attendre. Vous pouvez dormir à 3? Bah oui, il n'y a pas de choix. On peut dormir dans l'euro. Dans la communauté philippine, on connaît Zita. Quand on a un problème, on sait la trouver. Avant la nuit, Zita hébergeait Clarissa. Elle vient de lui trouver à son étage un réduit sans fenêtre, une sorte de placard. Bonsoir, Carlo. Clarissa aussi a été abandonnée par le père de son petit garçon. À cause de son bébé, elle a ensuite perdu son emploi. Ses patrons l'ont renvoyée sous prétexte qu'elle ne pouvait pas les suivre pendant leurs vacances. Ils ont voulu qu'elle quitte sur le champ la chambre de service où ils l'hébergeaient. Elle a demandé un délai pour trouver un logement. Ils ont tout saccagé dans sa chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, je l'ai trouvée sans dessus-dessous. Voyez ce que je veux dire? Tout était renversé. Mon lit, mes affaires. C'était vraiment inhumain. Même toutes les affaires de mon bébé. Ses biberons étaient par terre. Et ils m'avaient coupé l'électricité. Je ne pouvais plus rien voir. L'année. Toutes les protégées de Zita se retrouvent pour dîner dans sa chambre, où l'on peut faire la cuisine. Depuis quelques jours, donc, elles sont 4. Clarissa, la mère du petit, Lani et Sofia, qui partagent la chambre de Zita. Elle ne parle pas français. Sofia était esclave dans une famille en Arabie Saoudite. À l'occasion d'un voyage de cette famille à Paris, elle a pu s'enfuir de l'hôtel et on l'a amenée à Zita. Dans la communauté philippine de Paris, on a appris que Zita s'était acheté un billet d'avion pour retourner au pays. Tout le monde a une mission à lui confier. C'est moi. C'est Zita. Ça va? Yes, señor. Ce soir-là, Zita rend visite à Glenda. Il y a 2 ans, Glenda a voulu faire venir une de ses nièces. Elle a confié 28 000 francs à une intermédiaire qui les a transmis à Manille, à une certaine Rose Morales qui organise des passages clandestins. Mais la nièce attend toujours aux Philippines. Glenda demande donc à Zita de retrouver Rose Morales et les 28 000 francs. Elle m'a dit qu'elle allait aux Philippines et je suis sûre qu'elle va aller à l'agence où cette femme travaille pour la retrouver. Son voyage, Zita l'a bien préparé. Elle y pense depuis tellement longtemps. Depuis 7 ans, elle n'oublie personne. Ça, c'est pour mon fils. Il y a beaucoup de choses. Il y a des serviettes, il y a des sacs. C'est pour ma mère, c'est pour ma sœur, c'est pour ma belle-mère aussi. Et, il y a des parfums. C'est ma des amis qui m'a donné. J'ai partagé avec ma sœur et avec ma mère. Ça, c'est ma photo. C'est mon cadeau pour mon mari. Voilà. C'est mon cadeau pour ma famille. Lorsqu'elle a quitté son pays, Zita avait 31 ans. Aujourd'hui, elle en a 38. L'aéroport de Manille. Zita a annoncé son retour par téléphone. Elle a expliqué que nous allions l'accompagner. Personne n'est venu l'attendre. Sa famille habite un village au nord du pays, à 8 heures de route. C'est nous qui l'emmenons.
Elle nous guide, mais elle a perdu tous ses repères. À maintes reprises, elle se trompe de route. Nous allons rouler toute la nuit, nous égarer plusieurs fois avant d'atteindre le village, à 9 h du matin. Pendant le trajet, Zita n'a pas parlé, sans doute l'émotion. Elle sait que son mari a été victime d'un accident de moto avec l'un de leurs garçons, que depuis, il ne travaille plus, mais que tout le monde s'en est bien sorti. La première qui se jette dans ses bras, c'est sa mère. Le mari, il ne bouge pas, il reste assis. Il semble gêné. Timbag, talabyak pa tala kayo mga nasang putam. Opo. Karkararak niya sa akin ako matama ka laslasag ka, nakalasa mo. May dapat pang maging batang. Nagbuding-digay. Ito na nga, ina. Matat sa tayo may isang na. Nag-armi nga na yung makontak. Wala akong panaanan. Ay. Celui-ci, c'est Arji, le deuxième des 3 enfants de Zita. Il a 15 ans. C'est plus grand pour moi. Elle est marron. Je vois ma maison que je n'ai pas vue pendant 7 ans. Oui. Les choses ont changé depuis la dernière fois? Mais, tu vois. Elle ne veut pas le dire, mais elle constate que rien n'a changé dans la maison. Tu vois, mon garçon, ils sont très pétés avant. C'est 8 ans que j'ai laissé. Et maintenant, c'est 15 ans. C'était lui qui avait d'accident avec son papa. Mais maintenant, ça va. Le retour de Zita, c'est l'événement. Au village, la rumeur prétendait qu'elle ne reviendrait pas, et même qu'elle avait refait sa vie en France. Pour la distribution des cadeaux, tous les petits voisins sont là. Ah bah voilà, il a déjà mis. Pour ses enfants, Zita a prévu des vêtements et des bijoux. Et Arji, tugo ka punta na makita na ka. Bagay na ito. Thank you, nanay. Thank you, nanay. Bon. Quant à la photo pour son mari, elle reste dans la valise. Si Zita a voulu arriver ce jour-là, c'est parce que ses enfants lui font un cadeau, le plus beau qu'elle avait espéré. C'est son fils aîné qui le lui a fait. Ronnie va avoir 18 ans, mais surtout il a obtenu son bac. Et c'est ce jour-là que le diplôme lui est remis. Il est reçu 10e d'une promotion de plus de 200 élèves. Zita cache son émotion. Pourtant, les études de Ronnie, c'est beaucoup d'argent. Il est scolarisé dans le public, ça lui coûte 700 francs par mois. Si Zita n'était pas allée en France, son fils ne serait pas allé au lycée, comme les autres enfants du village. Je trouve que Zita a de la chance. Elle a pu partir à l'étranger et elle gagne de l'argent. Et vous, vous avez des enfants? Oui. Combien? J'ai 5 enfants. Si vous en aviez l'opportunité, vous iriez à l'étranger comme Zita?
Je suis déjà allée à l'étranger, à Taïwan, pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée aux Philippines. Pourquoi? À cause de mes employeurs. Ils étaient très durs. Ils ne me donnaient pas suffisamment à manger. Ils me traitaient comme un animal. Je travaillais de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Est-ce que vous seriez prête à repartir? Si j'en ai l'occasion, oui. Je repartirai. Pour ma famille. Dans les jours qui suivent son arrivée, Zita ne lâche pas ses enfants. Elle en profite. D'autant qu'elle a prévu d'aller à Manille pour régler quelques-unes des affaires que les amis de Paris lui ont confiées. C'est dur pour nous. Ma mère a beaucoup travaillé pendant toutes ces années parce que la vie au village est très dure. Notre mère ne voulait pas que nous souffrions comme les autres enfants du village. On va attendre encore des années avant de la revoir. Nous devrions être heureux, fêter son retour. Mais je sens bien que quelque chose ne va pas. Les enfants de Zita ne sont pas dupes. Leurs parents ne s'entendent plus. La nuit précédente, ils se sont disputés. Jessica ne le dit pas, mais elle a vu son père frapper sa mère. Plus tard, vers 2 heures du matin, la fillette a suivi Zita chez une voisine où elle s'est réfugiée. Je suis très contente avec mon enfant, mais je ne suis pas contente avec mon mari. Parce qu'avant, j'étais une famille normale. Il va vivre sans problème. Mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pas de chance. Il a profité l'argent que j'ai envoyé. Parce qu'il pensait que j'ai toujours envoyé à les enfants. Mais en fait, il n'a rien fait avec les enfants. Les enfants, ils vont aller à l'école, d'accord. Mais rien n'a changé pendant 7 ans. Zita est malheureuse de laisser ses enfants, mais elle doit partir pour Manille. Elle nous a demandé de l'emmener dans la capitale. À Manille, sa première préoccupation, c'est d'ouvrir des comptes pour ses 3 enfants. Elle ne veut plus avoir à envoyer l'argent à son mari. Maintenant que Ronnie a son bac, la banque accepte de lui faire un prêt pour la suite de ses études. Les billets qu'elle dépose servent à régler la fin de l'année scolaire écoulée. Mais pour les 2 derniers enfants, l'addition s'alourdit. Zita devra débourser 1 500 francs par mois pour leur scolarité. Elle n'a pas d'autre solution que de retourner à Paris pour travailler. À Manille, Zita doit aussi s'occuper de ses amies parisiennes. Pour retrouver Rose Morales, la femme qui devait faire venir la nièce de Glenda en France, Zita a une adresse, une compagnie de transport maritime. Nous l'avons équipée d'une caméra cachée. Pwede kay Rose Morales? Kasi meron akong kaibigan nag-introduce sa kanya, dito raw ako pupunta. Sabi niya papuntang Europe.
Papuntang Paris. Kasi yung kaibigan ko nasa Paris. Paris. So, umubo ka muna. Ikong ko lang sa Rose, no? Ah, si. So, papuntang Europe. Lorsqu'il revient, l'homme fait l'idiot. May Rose kami dito, lalaki lang. Walang Rose Morales? May dati nag-resign. Zita sait qu'on lui a menti. Du coup, nous décidons d'aller nous-mêmes au siège de la compagnie de transport maritime, sans Zita, mais avec Jacqueline, la nièce de Glenda. Il y a 2 ans, Jacqueline avait déposé son passeport ici, à l'attention de cette Rose Morales. Depuis, elle n'a pas de nouvelles. Au téléphone, on lui dit qu'elle ne travaille plus ici. Et pourtant, on nous emmène jusqu'au bureau d'une jeune femme, qui est Rose Morales. What's your name? Rose. Rose. Nous ne disons pas que nous sommes en train de la filmer. Par contre, nous nous présentons comme des journalistes français. You are Rose? Rose Morales, it's you? Yeah, but this is not my signature. Elle prétend ne pas avoir reçu d'argent et que la signature sur ce reçu n'est pas la sienne. Actually, yung passport, binigay ko na kay Dean. Isa yung mga passport. Hindi po, kaya lang kasi meron akong papasahin sa'yo. Talagang hindi ako nagpabigay ng pera. Na wala ka talagang pera yung inabot sa akin. Wala nga ako, pero yung kita ko. Asan nga yung proof? So you don't want to give her her passport? I will give, kaya lang she has to sign here. You can give her a passport? Yeah. Rose Morales veut que Jacqueline lui signe une décharge. Contre son passeport, elle doit écrire qu'elle n'a jamais remis d'argent à Rose Morales et s'engage à renoncer à toute poursuite. Elle retire les 2 lignes concernant l'argent. Elle reconnaît recevoir les 2 passeports. Nous incitons Jacqueline à refuser catégoriquement le marché. Elle perdrait tout espoir de retrouver les 28 000 francs. Sinesecure ko lang yung ano ko. Hindi yung may journalist ka pang dala-dala, pambihira ka. Nai-iskandalo mo ko, alam mo ba yun? Huwag naman ganyan. Pareho naman tayong Pilipino. Sila hindi naman yung mga Pilipino. Rose finit par céder. Elle rend le passeport. En ce qui concerne les 28 000 francs, elle dit que c'est l'intermédiaire qui les a gardés. Zita avait promis à Glenda d'aller jusqu'au bout. Rose Morales, is she still there? Elle a décidé de déposer une plainte et de mettre un avocat sur l'affaire. Que ce soit en France ou dans son pays, elle voudrait que justice soit faite. Pour ne pas entrer dans des filières clandestines, les jeunes filles qui rêvent d'aller gagner de l'argent à l'étranger ont l'embarras du choix. À Manille, des centaines d'agences proposent du travail. Partout, il y a des annonces. Les destinations proposées sont pour l'essentiel les pays de la péninsule arabique. Ils ont mauvaise réputation. Chaque jour, 2000 jeunes femmes quitteraient le pays. Ce soir-là, nous en avons rencontré une vingtaine en partance pour le Koweït. Your wife goes to Kuwait? Yeah. But you won't see your wife for a long time. It's been hard for me, but I have no choice. I have no choice. Do you think she'll have a good job in Kuwait? I don't think so. Cet homme et sa femme ont 24 ans. Ils ont un fils de 2 ans. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Quant à l'organisatrice de ce départ, elle n'a pas d'état d'âme. Do you know how much will be paid? The salary? Yes. $200. $200. Yeah. Yes. They are satisfied. They agree with that. Yes. Yes. Pourtant, les organisations humanitaires reçoivent quantité de témoignages inquiétants. Nous avons beaucoup de plaintes pour harcèlement sexuel parce que ce sont des femmes. Aussi de nombreux cas de non-respect des contrats de travail. Elles ne sont pas payées ou pas au niveau formulé dans le contrat. Elles n'ont pas de journée de congé. Elles doivent aussi travailler souvent beaucoup plus que 8 heures par jour. À ce stade, elles sont prêtes à tout, du moment qu'elles ne rentrent pas au pays dans un cercueil. Il suffit de passer quelques heures, la nuit, dans les rues de Manille pour comprendre.
Les mises en garde ne changeront rien. Il y aura toujours des candidates au départ pour faire vivre ceux qui restent sur place. Trois semaines plus tard, nous retrouvons Zita. Elle vient d'arriver à Paris et découvre toute une série de catastrophes. How are you, Rita? Rita, c'est sa patronne. Le gros problème, c'est que sa remplaçante, que Zita avait elle-même choisie, a commencé par perdre les clés de l'appartement. Yeah, but... You did not speak to her? No, because Bruno was so angry because we had to change the locks and everything. But, you know, if accidentally that she lost the case, we can do nothing. Right, I'll wait for you, Zita. How was the Philippines? Oh, Philippines is very nice anyway. Very nice? Yeah, okay. So how is your husband and your son? Fine, thank you. They're good? Yeah, it's good. Thank you. Oh, okay. Okay. So, okay. Okay, see you tomorrow. Bye. En fait, pendant son mois d'absence, toutes ses protégées ont fait des bêtises. Le plus inquiétant, c'est que Sofia, qui vit avec elle, a perdu son travail et n'a pas payé le loyer de la chambre. Elles sont menacées d'expulsion. Zita sait qu'elle n'a pas le droit de se décourager. Sa patronne ne lui en veut pas. Elle retourne à ses ménages. Elle en a même trouvé quelques nouveaux, des extras pour gonfler ses revenus. Elle a également réussi à placer Sofia dans une nouvelle famille. Zita ne craquera pas. Il y a toujours quelque chose qui lui rappelle ses enfants. Vous pensez que vous retournerez aux Philippines dans combien de temps? J'ai déjà promis avec Jessica que je retournerai dans le mois d'août, peut-être. C'est pas sûr. Il a dit... Ah oui, c'était mon anniversaire. Je suis contente que tu viennes encore dans le mois d'août. J'ai dit, oui, ça y est, je viendrai. Jessica, sa fille, l'attend au mois d'août. Mais Zita sait bien qu'elle n'aura jamais réuni l'argent pour payer le voyage. Pourtant, elle aurait pu. Elle a appris le verdict de son procès au prud'homme. Ses anciens patrons ont été condamnés à lui payer 45 000 francs de dommages et intérêts. Seulement, les juges ne lui ont pas donné totalement raison. Elle fait donc appel et refuse ces 45 000 francs. Zita en fait une affaire de principe. Les principes, c'est aussi l'affaire de Suzanne. À quelques centaines de mètres de l'épicerie de Zita, c'est elle qui fait le ménage du 7e étage lorsque tous les autres sont au travail. Ce n'est qu'après qu'elle s'offre son loisir quotidien, une promenade au bois de Boulogne. Suzanne a trouvé il y a bien longtemps le moyen de ne pas regretter la Bretagne de son enfance. Écrire sa révolte. Fuyant le dédain, le mépris de quelques Bretons établis sur le haut pavé du pays, vers d'autres lieux j'étais parti. Chez des gens dits de qualité, en condition je suis entré. Dans le Paris des beaux quartiers, bien souvent je me suis cabré. Ah non, c'est pas ça. Putain, c'est pas ça. Je suis restée 20 ans sans revenir en Bretagne. Et quand je suis revenue en Bretagne, c'est là que j'ai écrit ça. Parce que j'ai découvert que je n'étais plus... je n'étais plus, quoi. J'étais exclue, déracinée, quoi. Voilà. Mais là, je crois que j'ai oublié quelque chose. C'est aujourd'hui, 27 septembre, que le tribunal a fait connaître sa décision en ce qui concerne les anciens patrons de Menz, la Malgache. Menz qui continue à vivre dans la honte. Sa révolte, elle la cache encore aux caméras.